Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous revoir en ce jour de début d'année. Donc, je me permets de vous présenter à toutes et à tous mes meilleurs voeux pour 2023. Je vous souhaite la santé en premier, car avec la santé, vous pouvez tout avoir. Sans la santé, vous ne pouvez rien avoir. C'est pour cette raison que les vœux, c'est important, mais la santé, c'est ce qui est le plus important. Donc, à vous, la santé, le reste vient avec la santé. C'est facile, c'est très facile après. Maintenant, euh, voilà, donc je remercie aussi toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Vous êtes un peu plus de 200 à ce jour. Nous sommes aujourd'hui le 6 janvier et je suis ravi de vous dire que le matin, tous les matins, je regarde mon téléphone. Enfin, je travaille beaucoup la nuit, donc le matin, bon, c'est un peu subjectif tout ça, mais c'est très relatif. Le matin, pour moi, c'est midi ou 1 heure. Donc, je regarde le téléphone et je m'aperçois qu'il y a des gens qui se sont abonnés. Je suis très content, je suis très satisfait de cela. Maintenant, je vais vous parler aujourd'hui je vais faire une conférence, vidéoconférence, sur un thème qui est un petit peu bizarre par rapport à tout ce que j'ai donné jusqu'à présent. Mais n'oubliez pas que j'ai fait médecine, que j'ai terminé médecine, et que je considère que la table de la médecine repose sur 4 pieds. Quels sont ces 4 pieds? C'est d'abord l'anatomie, ensuite c'est la biochimie, la physiologie et la pathophysiologie. Lorsque vous connaissez ces 4 disciplines, tout le reste est qu'apprentissage. Mais vous devez connaître ces 4 disciplines. Autrement dit, vous devez étudier à fond ces 4 disciplines. Quand vous les avez étudiées à fond, vous êtes prêt à devenir un grand médecin. Je vous l'affirme, puisque je suis passé par là. Il y a très longtemps de ça, mais je suis passé par là. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler des réactions biochimiques dans le régime alimentaire du docteur Atkins. Alors, qui est le docteur Atkins? C'est un homme qui est né en 1830, américain, new-yorkais, qui est mort en 2003 d'une chute sur la glace. Le pauvre n'a pas eu de chance. Alors que le terrain était gelé, il y avait neigé, et le terrain était gelé, il a glissé et sa tête a frappé le sol et il a fait une commotion cérébrale qui l'a conduit malheureusement à la mort. Lui qui était un grand professeur de cardiologie et un grand nutritionniste à New York. Alors, à la fin des années 60, il a commencé à s'intéresser énormément à la biochimie. Il a donc étudié et il s'est rendu compte que le surplus de glucose, de glucides, d'hydrates de carbone, autrement dit en langage vulgaire de sucre, fait grossir. Alors qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vais donner un régime où on ne mange aucun sucre, péros, par la bouche. Donc aucun sucre ne passe d'une façon alimentaire. Mais en revanche, je vais donner à satiété des protéines, des viandes et des lipides. Ah, d'accord. Donc pas de glucose. Alors, l'insuffisance de glucose. Alors maintenant, bon, voilà, je passe directement aux réactions chimiques, mais bon, n'attendez pas de moi que je fasse l'apologie du régime alimentaire de Atkins, docteur Atkins. Bon, j'apprécie ce régime, car ce régime est au centre même, au carrefour même, de plusieurs réactions biochimiques dont je vais vous parler, que vous connaissez certainement tous, notamment ceux qui ont fait médecine, qui ont étudié la biochimie, et qui sont certainement plus à même que moi de parler de biochimie. Mais bon, j'ai fait ça il y a très 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 longtemps, je me suis remis un petit peu ces derniers jours, afin de me remettre quelques petites idées en place.
Voilà. Donc, euh, pas de glucose par la bouche, donc pas d'hydrate de carbone, pas de sucre. Autrement dit, s'il n'y a pas de sucre par la bouche, à un moment donné, assez très rapidement, au bout de 48 heures, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un attroupement de pyruvate et d'acétyl-CoA au niveau du foie. Ah, pyruvate et acétyl-CoA, accroissement au niveau du foie. Alors, qu'est-ce que cet accroissement de pyruvate et d'acétyl-CoA va faire? Ah oui. Alors, il va provoquer ce que les savants appellent la néoglucogénèse. Autrement dit, la gluconéogénèse ou néoglucogénèse, c'est comme vous voulez. Néoglucogénèse. Qu'est-ce que la néoglucogénèse? Alors, c'est une voie qui a été découverte entre les années 1920 et 1950. Après les travaux en physiologie et sur les enzymes de Victor Henry, un russe qui est né de parents russes, qui est né à Marseille et qui a beaucoup travaillé sur les enzymes, et d'Adrian John Brown, qui est un physiologiste également anglais, qui a travaillé sur les enzymes. Donc, cette voie, la néoglucogénèse, puise le glucose que l'organisme n'a pas par voie alimentaire, il le puise dans des substrats non glucidiques, comme le pyruvate, le lactate, les acides aminés, les acides glycoformateurs lors des jeûnes très prolongés. Il y a des acides glycoformateurs qui se mettent en route. Et le glycérol. C'est une voie qui est inverse à celle de la glycolyse. Alors, qu'est-ce que la glycolyse? La glycolyse, c'est la dégradation des glucides en pyruvate, glucose pyruvate. Alors, dans cette glycolyse, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 7 réactions réverses, autrement réversibles, et 3 réactions irréversibles. Ah, ces 3 réactions irréversibles, où se trouvent-elles? Eh bien, la première étape, la 8e et la 10e. Autrement dit, la néoglucogénèse, qui est une voie inverse de celle de la glycolyse, doit emprunter des voies métaboliques différentes, car ce sont des voies métaboliques qui sont irréversibles, donc qui ne peuvent pas aller dans tous les systèmes et se ranger dans tous les systèmes comme il se devrait. Donc, dans la néoglucogénèse, je vais vous expliquer ça tout à l'heure, dans la néoglucogénèse, l'étape 1, l'étape 8 et l'étape 10 sont différentes de celles de la glycolyse. Alors maintenant, l'attroupement de pyruvate et d'acétyl-CoA, qu'est-ce que cela provoque? Cela provoque ce qu'on appelle la cétogénèse. Mais attention, hein, dans le cycle du docteur, dans le cycle, c'est pas le cycle, dans le régime du docteur Atkins, c'est une cétogénèse physiologique et non pas pathologique, comme dans l'acidoacétose du diabète sucré, où la cétogénèse et la cétonurie qui apparaissent sont irréversibles et conduisent au coma, et conduisent donc à la mort, très souvent. On est véritablement confronté là à des systèmes qui sont foudroyants et qui sont mortels. Là, c'est un processus réversible, car un seul grain de raisin permet de remettre en marche le cycle de Krebs. Car lorsqu'on arrête le glucose, lorsqu'on arrête les hydrates de carbone par voie alimentaire, le cycle de Krebs se coupe. Autrement dit, il n'y a plus d'oxaloacétate qui peut se transformer grâce à l'acétyl-CoA en citrate. Le cycle de Krebs de l'acide citrique est fermé. Il est fermé. C'est pour cette raison que la glyconéogénèse utilise les substrats non glucidiques, autrement dit les tissus adipeux, pour offrir du sucre au système nerveux central, aux cellules du système nerveux central et aux cellules du corps qui ont besoin de sucre pour travailler, pour être
pour être au top. Euh, euh, cette, euh, cette, cette insuffisance de sucre provoque donc de sucre alimentaire provoque donc cette néoglucogénèse. Alors, la néoglucogénèse, que provoque-t-elle aussi? Ce qu'on appelle l'acétogénèse. Ah, l'acétogénèse. Ah, l'acétogénèse, c'est-à-dire l'apparition de corps cétoniques dans le sang. Et après dans l'urine, ce qu'on appelle l'acétonurie. Alors, comment se passe la cétogénèse biochimiquement parlant, mais d'une façon non pas originale, mais très simple, hein, très simple. Dans un premier temps, une molécule d'acétyl-CoA se condense avec une autre molécule d'acétyl-CoA et donne ce qu'on appelle de l'acétoacétate-CoA. Autrement dit, la forme active de l'acide acétoacétique-CoA. De deux, l'acétyl-CoA se condense avec l'acétoacétate-CoA et donne la bêta-D-hydroxybutyrate-CoA. De 3, l'acétoacétate-CoA associé à la bêta-D-hydroxybutyrate-CoA donne ce qu'on appelle l'acétone. Et enfin, la bêta-D-hydroxybutyrate-CoA est le précurseur de la bêta-hydroxy-bêta-méthylglutaril-CoA, autrement dit le précurseur du cycle du cholestérol. Je pense que les étudiants en biochimie, les étudiants en médecine comprendront. Voilà, donc il est recommandé également par le docteur Atkins, qui a fait ça très bien. Hein. Bon, il a écrit un livre en 1872, La révolution du du régime Dr Atkins. Voilà. Je vous conseille de le lire si vous êtes intéressé. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il préconise? Il préconise que les patients, que les sujets qui suivent ce régime achètent des bâtonnets Ketostix en pharmacie. Pas cher. Il suffit de verser quelques gouttes d'urine sur le bâtonnet pour voir sa réaction. Si le bâtonnet devient violet, s'il devient violet, alors cela signifie que le régime de Atkins marche bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des acides, des corps cétoniques dans l'urine. Il y a une cétonurie passagère, transitoire, physiologique, mais elle est là. Donc cela signifie que le régime Dr Atkins est bien en route. Maintenant, si le bâtonnet ne change pas de couleur, s'il reste de couleur blanche, qu'est-ce que cela indique? Cela indique que le régime Dr Atkins n'est pas très bien approprié, qu'il faut changer certaines choses, qu'il faut soit cesser directement, soit diminuer d'une façon assez drastique les fruits et légumes. Et il est recommandé également aux gens qui suivent ce régime de boire beaucoup d'eau, car il ne faut pas bloquer les reins. Si les reins se bloquent, ça peut occasionner des problèmes, de gros problèmes. Donc maintenant, passons à quelques noms de réactions biochimiques. Alors lorsque le glucose passe du sang dans le foie, on appelle ça la glycogénèse. Quand le sang sort du foie, du glycogène hépatique en tant que glucose, on appelle ça la glycogénolyse. Et la dégradation des glucides en pyruvate s'appelle, avant de rentrer dans le cycle de Krebs, lorsqu'il y a du sucre par voie alimentaire, bien sûr, s'appelle la glycolyse. Et la néoglucogénèse, c'est la voie inverse de celle de la glycolyse. La cétogénèse est la fabrication dans le sang de corps cétoniques. C'est transitoire, bien sûr, parce qu'un grain de raisin suffit à déconnecter le tout. Donc, maintenant, voyons la néoglucogénèse. La néoglucogénèse est une voie inverse de celle néoglucogénèse, de celle de la glycolyse. Autrement dit, la 1, la 8 et la 10
sont des étapes différentes. Que se passe-t-il dans la 1? Dans la 1. Alors, le pyruvate qui est accumulé là se transforme en oxalocitrate grâce à une enzyme qui s'appelle la pyruvate carboxylase. L'oxalocétate ensuite, en quoi se transforme-t-elle? En phosphoénol pyruvate. Grâce à quoi? À la phosphoénol pyruvate carboxylase. Avec la formation de guanosine triphosphate et d'inosine triphosphate. Ça, c'est la première réaction, qui est différente de celle de la glycolyse. Attention, hein. La 8e maintenant. C'est là le fructose diphosphate qui se transforme en fructose phosphate grâce au fructose, grâce à une enzyme fructose diphosphatase. Ça, c'est la 8e. Et la 10e, enfin, 10e, glucose 6-phosphate en glucose grâce à une enzyme qui s'appelle la glucose 6-phosphatase. Donc, cette néoglucogénèse est une néoglucogénèse, bien sûr, qui n'est pas pathologique, qui est également physiologique et transitoire, puisque un grain de raisin, je le répète pour la 3e fois, un grain, mais c'est bien, la répétition est toujours très intéressante pour comprendre les choses. La biochimie est un ensemble très complexe qu'il faut connaître, car on ne peut pas être médecin sans connaître la biochimie. C'est pas possible. Impossible. Là, cette néoglucogénèse est transitoire, elle est physiologique, car un grain de raisin suffit à rouvrir le cycle de Krebs que je vais vous dessiner tout à l'heure et que vous verrez en toute quiétude. Alors, la cétogénèse, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est pas la peine de revenir. Je vous ai expliqué les quatre niveaux de réaction. Il y a maintenant ce qu'on appelle la bêta-oxydation du cycle la bêta-oxydation des lipides, ou on appelle encore l'hélice de Linen, L-Y-N-E-N. Alors c'est quoi? C'est quoi? Alors, les tissus adipeux sont formés de quoi? D'une molécule de glycérol et de 3 acides gras estérifiés, c'est-à-dire fixés sur la molécule de glycérol. La lipolyse provoque la dégradation des acides gras estérifiés en acides gras non estérifiés, ou autrement dit, acides gras libres, qui vont vers la cétogénèse et le cycle du cholestérol. Maintenant, la bêta-oxydation des lipides. Alors, il y a 2 phases, ou plutôt 6, mais 2 principales. La première, c'est la navette carnitine permet à l'acylcarnitine de passer, de transpercer la barrière mitochondriale. Et de 2, la longue chaîne carbonée est découpée par le cycle de Linen ou l'hélice de Linen en fines molécules d'acétyl-CoA. Alors, où va cet acétyl-CoA? Il rentre dans le cycle de Krebs. Et qu'est-ce qu'il y a dans le cycle de Krebs? Il y a de la nicotinamide adénine dinucléotide, NAD, qui donne des électrons, des porteurs d'électrons, NADH+, et de la flavine adénine nicotinamide qui donne du FADH2. Ce sont des porteurs d'électrons. Car n'oublions pas que le cycle de Krebs, son principal rôle est d'oxyder les groupes acétyles qui proviennent de la dégradation des glucides, lipides et protéines
afin euh, d'en récolter de l'énergie sous forme de 8 électrons et d'une molécule d'adénosine triphosphate. Voilà, maintenant passons au cycle de Krebs. Je vais vous euh, dessiner le cycle de Krebs que vous verrez, suite à cette conférence. Vous verrez le cycle de Krebs dessiné en dessous, sous la conférence de l'ordinateur, dans votre téléphone. Donc vous avez du pyruvate qui s'accumule, hein, lorsque c'est normal, hein, acétyl-CoA. Alors, vous avez le cycle de Krebs. Alors, il faut bien sûr qu'il y ait de l'oxaloacétate. C'est-à-dire qu'il y ait de l'oxaloacétate qui vient du glucose qui a été emmagasiné au préalable. Sinon, s'il n'y a pas d'oxaloacétate, le cycle de Krebs se ferme. Alors, l'oxaloacétate qui a 4 molécules de carbone, et l'acétyl-CoA qui a 2 molécules de carbone va donner du citrate qui a 6 molécules de carbone sous l'action de la citrate synthase. Alors, la citrate donne de la 6-aconitate sous l'influence de l'aconitate. Moi, je l'appelle l'aconitate 1 pour plus de facilité. Aconitase 1 parce qu'il y a une aconitase 2 également. C'est la suivante. La 6-aconitate donne de l'isocitrate, ce qu'on appelle sous l'aconitase 2. L'isocitrate donne de l'alpha-cétoglutarate, non, de l'oxalo-succinate sous l'influence d'une enzyme qui s'appelle l'isocitrate déshydrogénase. L'oxalosuccinate, donne de l'alpha-cétoglutarate sous l'influence d'une enzyme qui s'appelle également l'isocitrate déshydrogénase. L'alpha-cétoglutarate donne de succinyl-CoA sous l'influence du complexe alpha détoglutarate déshydrogénase. La succinyl-CoA donne de la succinate sous l'influence de la succinyl-CoAse transférase. Non, synthase, pardon. Non, pas transférase, mais synthase. La succinate donne du fumarate sous l'influence de la succinate déshydrogénase. La fumarate donne du malate sous l'influence de la fumarate. Et la malate donne de l'oxaloacétate sur l'influence d'une enzyme qui s'appelle la malate déshydrogénase. Donc, l'aconitase 1 permet la déshydratation du citrate en 6-aconitate. L'aconitase 2 permet l'hydratation, non plus la déshydratation, de la 6-aconitate en isocitrate. L'isocitrate déshydrogénase permet la catalyse l'oxydation de l'isocitrate en oxalosuccinate. L'isocitrate déshydrogénase catalyse l'oxydation de l'oxalosuccinate en alpha-cétoglutarate. Maintenant, le complexe détoglutarate déshydrogénase catalyse la carboxylation oxydative de l'alpha-cétoglutarate en succinyl-CoA. Et la succinyl-CoA synthase, qu'est-ce qu'elle fait? Elle convertit la succinyl-CoA en succinate. Et la succinate déshydrogénase catalyse l'oxydation de la succinate en fumarate. Et la fumarate
en tant qu'enzyme catalyse l'hydratation de la fumarate en malate. Et la malate déshydrogénase, convertit le L-malate en oxaloacétate. Et bien sûr, vous avez la citrate synthase qui convertit les 4 molécules de carbone de l'oxaloacétate avec les 2 molécules de carbone d'acétyl-CoA en citrate, qui est une molécule avec 6 molécules de carbone. Alors, voilà le cycle de Krebs. Maintenant, au niveau de l'isocitrate, de la succinate et du malate, il y a un autre cycle. Tous ces cycles ont été découverts. Ce cycle a été découvert entre les années 20 et les années 30. Hein. Donc, la glyoxylate est ici ce qu'on appelle le cycle de Toledo. C'est la seule voie catabolique qui transforme, qui dégrade les lipides en glucides. C'est cette voie-là. Hein. Isocitrate, succinate, sans passer par là. Et vous avez le glycoxylate en malate grâce à la malate synthase. Et là, vous avez l'isocitrate liase. Donc, vous avez le cycle de Krebs. Krebs qui est un médecin allemand, prix Nobel de médecine en 1937. Il a travaillé après Chen Georgi, qui est un grand médecin également, microbiologiste, qui a été prix Nobel de médecine en 1930. Voilà, ce sont donc toutes des voies qui sont très importantes, qui peuvent vous intéresser surtout les étudiants en médecine, ceux qui doivent passer la biochimie. Les médecins également peuvent la regarder hein, en toute conscience. S'ils ont quelque chose à me dire, ils me le disent, ils m'écrivent et je leur réponds. Voilà. Je vous remercie pour l'attention et je vous dis à très bientôt.